Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé devant la tribune des Nations Unies pour les comptes du 77e Assemblée générale et où il a également fait un discours émouvant et convaincant par rapport à la situation à l'est du pays. Le Premier ministre Vital Kamerhe séjourne dans cette partie pour la sensibilisation sur la paix dans cette partie où nous savons que la population connaît beaucoup d'atroces. Mesdames et messieurs, nous reviendrons également entre le conflit qui est dans le Grand Bandundu. Mozito s'autoproclame, si je peux le dire ainsi, comme un sapeur-pompier parce qu'il y a un conflit entre les Téké et les Yaka. Plusieurs autres thématiques de l'actualité, nous allons en débattre au cours de cette émission. L'invité que j'ai l'honneur de vous la présenter. Alors, pour ce faire, nous recevons ce soir Madame Jovi Mujinga Chichima. Bonjour madame et bienvenue chez nous. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes analyste politique et également présidente d'une fondation. Pouvons-nous savoir plus par rapport à votre fondation? En fait, la fondation est dénommée plutôt la dynamique de femmes pour l'éveil de la conscience. C'est une ONG qui milite pour le droit de la femme. C'est une ONG qui a pour mission de former les jeunes filles pour les réinsérer dans la société. Donc, en bref, nous sommes là pour promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise. Donc, alors, ça fait combien de temps que vous existez et quelles sont les différentes activités que vous avez déjà eu à organiser dans cette fondation? Ça fait 3 ans que nous existons. Nous avons eu plusieurs activités, notamment le dernier date au mois de juin où nous avons recueilli plusieurs jeunes filles mères, où nous avons nous les avons formées dans le but de les rendre autonomes, dans le but de leur aider à avoir un métier de façon à faire face à la société. Donc, voilà un peu. C'est la formation. Nous avons eu à former les jeunes filles. Alors, parce que cette démarche, la démarche de votre fondation s'inscrit dans le cadre de rendre la femme autonome. Est-ce que vous êtes accompagné par des structures gouvernementales, peut-être le ministère du genre, au consort, ou autre organisation de l'État? Non, actuellement, nous évoluons plutôt sur fonds propres et nous avons quelques partenaires, mais nous n'avons pas encore toqué les portes auprès du ministère des Affaires sociales, mais nous pensons que bientôt nous allons le faire parce que nous avons plus besoin de soutien. Il y a plusieurs femmes qui ont besoin de l'aide, mais je pense qu'avec nos propres moyens, nous ne saurons pas faire face à tout ce qui demande, surtout pour le moyen logistique. Donc voilà, nous allons toquer les portes d'ici là. Merci beaucoup, madame. Bienvenue une fois de plus dans cette émission, l'invité. Alors, comme je viens de le dire, nous allons parler de l'actualité politique qui règne en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé devant la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces discours que beaucoup pensent que c'était convaincant? Vous, en tant qu'analyste politique et congolaise, de surcroît, dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à ces discours? En fait, nous avons senti que l'homme a évolué, parce que nous avons, dans son discours, le président a été vraiment précis. Il a cité le chat par son nom, notamment par rapport au problème de la guerre entre Rwanda et, en fait, le M23 qui est soutenu, bien sûr, par le Rwanda. Le président n'a pas eu froid aux yeux pour citer l'appui que le Rwanda apporte au M23 pour faire la guerre à l'Est, en fait. Voilà. Nous avons vraiment senti la détermination et la volonté de pouvoir en finir avec cette guerre qui a tant duré. Donc voilà, le discours a été convaincant, très poignant, mais seulement, nous, peuple congolais, c'est que nous attendons qu'ils puissent joindre la parole à l'acte. Nous voulons vraiment, vraiment que cette guerre puisse prendre fin, afin que la population de Goma puisse vaquer librement à leurs occupations. Donc, voilà un peu. Alors, madame Jovi, vous venez de dire que le président de la République était convaincant en citant le Rwanda comme étant l'agresseur principal en soutenant le M23. Pensez-vous que ces discours suffisent pour que la paix revienne dans la partie est de la RDC? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut joindre la parole à l'acte, c'est-à-dire des décisions qui ont été prises. Parce que plusieurs décisions déjà ont été prises lors des rencontres ministérielles, les sanctions infligées
entre des relations qui étaient entre le Rwanda et la RDC. Mais jusque-là, rien n'évolue. Voilà pourquoi nous avons dit pour cette fois-ci, nous souhaitons vraiment que le parole, en fait, la volonté qu'a le président de la République puisse se manifester dans les stratégies qui seront mises en place pour finir la guerre à l'Est. Donc, alors, nous essaierons d'être un peu bilingues hein, pour permettre à tout le monde de nous suivre parfaitement. J'aimerais savoir, Paul Kagame, le président a utilisé plusieurs mécanismes dans la diplomatie justement pour que la paix revienne. Il y a eu même des contrats qui ont été signés avec le Rwanda justement pour assainir le partenariat, les milliers entre voisins. Mais Paul Kagame reste le même, il ne change pas. Est-ce qu'il n'y a pas des forces négatives au niveau de la communauté internationale qui restent jusqu'à la preuve du contraire sans mots? Effectivement, donc nous pensons que le Rwanda est derrière tout ça. Et puis d'ailleurs, par rapport à la communauté internationale dont vous avez souligné tout à l'heure, monsieur, nous avons la présence de la communauté internationale, de la MONUSCO qui est à l'Est. Ça fait combien de temps déjà? Mais qui s'est déclaré être incapable de combattre les M23. Effectivement, pour dire que c'est les Rwandais soutenus par d'autres forces en fait, comme il paraîtrait que les États-Unis aussi. Donc c'est vraiment difficile, c'est ce qui complique d'ailleurs la RDC parce que nous sommes sous embargo, nous n'avons pas tout le moyen de notre défense. Et le Rwanda profite de cela pour pouvoir équiper en fait le rebelle de M23 et faire du désordre dans cette partie de la République. Voilà pourquoi moi je pense que ça ne sert à rien d'attendre quelque chose de la communauté internationale à l'heure où nous sommes. Nous devons, la RDC doit se prononcer en fait pour que l'embargo soit levé, enfin que nous puissions combattre comme il se doit le rebelle de M23. La communauté internationale ne fera rien. Moi, c'est mon avis, hein, parce que nous en avons tous vu comment la MONUSCO, même dans cette partie de l'Est, qui lui-même tire sur la population alors qu'il était censé être pour la population. Cela nous prouve à suffisance que la RDC est isolée et que le Rwanda est beaucoup plus soutenu. Donc, voilà. Alors après le discours poignant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, après le discours de Paul Kagame, nous avons vu les deux chefs d'État sous la médiation d'Emmanuel Macron. Pourquoi faire? Parce que plusieurs rencontres déjà en Angola, il y a des signatures, mais le Rwanda reste le même. Le Rwanda n'évolue pas en termes de consensus. Pensez-vous que cette dernière rencontre pourra améliorer les choses? En tout cas, je suis pessimiste quant à ça, monsieur le journaliste. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous pouvons attendre de la France? La France a intervenu au Mali. Au Mali, il y a eu quoi? C'était le chèque. En Libye, aujourd'hui, ici, dans cette partie de l'Afrique, en Libye précisément, il y a toujours de troubles. Pourquoi? Qui sont à la base? Qui est à la base? C'est quoi? C'est le français, en fait, c'est le peuple français par le biais de son président. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à attendre de la France, surtout, de la communauté internationale, mais surtout de la France. On n'a rien à espérer là-dessus. Bon, peut-être c'est juste par formalité, parce qu'il est vrai qu'à l'heure actuelle, nous privilégions plus le dialogue. Voilà la diplomatie. Voilà pourquoi le président français a voulu s'attabler en fait les deux présidents pour des solutions pérennes par rapport à la guerre à l'Est. Mais moi, personnellement, je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre nous. Nous n'espérons rien de ce qui sortira de Macron, en fait. Donc, voilà. Il faut agir. À l'heure actuelle, il faut agir. Il ne faudrait pas aller dans des diplomaties, parce que la diplomatie n'a pas payé, monsieur. Il faut changer des stratégies. Il faut changer les fusils d'épaule. Alors, madame, le secrétaire général des Nations Unies a précédé le discours du chef de l'État pour dire que la MONUSCO, la mission qui est affectée ici en RDC, la MONUSCO ne donne pas la paix, si je dois le dire. La MONUSCO stabilise la paix trouvée. Alors, comme la RDC, il y a instabilité de la paix dans la partie Est, la MONUSCO ne saura jamais rétablir la paix. Et puis, la MONUSCO n'est pas à mesure de combattre les M23 qui a des armes un peu sophistiquées que les leurs. Alors, pensez-vous que nous devons continuer avec cette coopération, parce que la République démocratique du Congo perd beaucoup d'argent en termes des soutiens de cette mission. Pensez-vous que nous devons continuer ou notre président ou le gouvernement doit prendre d'autres décisions justement pour accompagner nos forces armées, et quelles sont ces décisions à prendre? Oui, d'abord, vous savez, monsieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes limités parce que nous sommes sous embargo.
Vous savez. Donc la RDC c'est pas se doter des armes. Mais pourquoi cet embargo n'est pas enlevé à chaque fois? On continue pendant que nous sommes agressés par des forces négatives. Voilà pourquoi nous pensons que non, la communauté internationale est derrière la guerre. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pratiquement? Moi, je pense qu'il faudrait user de tout le moyen pour doter notre armée et faire la guerre. Moi, je suis pour la guerre au Rwanda. Parce que si le président, comme le président Mobutu, on s'entend, lui, quand il y a menace de l'intégrité territoriale, lui, il n'hésitait pas pour agir, pour taper le poing sur la table. Moi, je pense qu'on a beau faire des discours, on a beau chercher à négocier, comme ça ne marche pas. Maintenant, là, il faut faire la guerre au Rwanda, équiper nos militaires, équiper nos soldats, afin que nous puissions retrouver la paix dans cette partie de la République. Vous êtes pour la guerre avec le Rwanda. Effectivement. Notre armée, plusieurs fois, toujours les infiltrés, trahison. Est-ce qu'avec cette armée-là, le FARDC que nous soutenons tous, pensez-vous que nous pouvons faire la guerre au Rwanda et gagner la bataille? Bon, le problème aussi n'est pas seulement équiper l'armée, aussi il faut le recycler parce que, comme tu as dit, il y a des infiltrés. Nous ne sommes pas prêts pour la guerre. Oui, nous ne sommes pas prêts pour la guerre, mais nous pouvons... Et ça nous prendra combien pour recycler une armée? En tout cas, pas beaucoup de temps, monsieur. Avec la volonté, tout ça peut se faire en quelques minutes, en quelques jours. Moi, je pense que si nous avons la volonté et que, par exemple, le plus gros de problème aussi, hein, il faut le souligner, si nos soldats qui sont au front, nous améliorons leurs conditions de vie, vous savez, nous assurons l'avenir de leurs enfants. Ces soldats-là auront un mental d'acier. Ils sauront, une fois dotés, faire face à l'ennemi. Donc, il y a aussi, comme tu as souligné, il y a aussi un gros problème du côté de la RDC qui ne veut pas prendre en considération le revendication de soldats, si bien qu'eux ne le disent pas comme ça, mais dès lors, un soldat sait que mon enfant souffre, mon enfant ne sait pas aller à l'école. Effectivement, donc c'est aussi de ces côtés-là. La RDC doit vraiment mettre un paquet pour améliorer les conditions de nos soldats, de nos vaillants héros. Toujours dans le même cadre, madame, il y a Vital Kamerhe et le Premier ministre Sama Lukonde qui séjournent dans cette partie de la République justement pour des missions spécifiques liées à la paix. Vital Kamerhe avec sa tournée à Mani, qui veut dire paix, et les premiers ministres Sama Lukonde pour une visite d'inspection par rapport à l'état des sièges. Pensez-vous que cet état des sièges, depuis annoncé, apporte des solutions dans cette partie? Bon, par rapport à Vital Kamerhe, comme tu as dit, c'est normal, hein, c'est un fils de là, un fils de l'Est, c'est normal. Mais est-ce qu'il a qualité aujourd'hui? Bon, en fait, déjà, ça a l'idée. Il était à la présidentielle, il était à la présidence, directeur de cabinet du chef de l'État, entaché par à faire des maisons préfabriquées, à quitter. Aujourd'hui, Vital Kamerhe a cette crédibilité d'aller encore, une fois de plus, au nom du chef de l'État pour faire cette tournée à Mani. Bon, déjà, par rapport à sa tournée, monsieur Vital Kamerhe est un fils de l'Est. Il est parti, quoi de plus normal, hein, d'aller renouer avec sa base après autant d'années d'absence, parce qu'il a été arrêté, vous savez tout ce qui a été. C'est normal. Et moi, je pense, vu les images, il a toujours, je pense, le soutien de ce peuple qu'il a... Du président de la République aussi, je pense. Bien sûr, parce que M. Kamerhe a été acquitté, monsieur. C'est devant la loi, il est maintenant innocent. Il a réintégré la présidence. Ça, on ne saurait le dire parce que rien n'a été... Parce que la mission, il dit que c'est la mission du chef de l'État. Bon, rien n'est officiel jusque-là. Plusieurs fois, Vital Kamerhe, après son acquittement, est apparu aux côtés du président de la République avec M. Osamu Obasanjo, hein, si je ne me trompe pas, celui du Nigeria. Est-ce que M. Kamerhe a une mission particulière du chef de l'État? Là, on ne saura le dire ouvertement parce qu'il y a une ambiguïté. En fait, on ne sait pas il agit en qualité de qui, mais non, parce qu'on sait que non, il a été révoqué. En fait, il n'a plus le droit qu'il avait avant d'aller en prison. Maintenant, là, on n'est pas informé. On n'est pas informé de ce qu'il est. Donc, moi, je ne sais pas émettre un avis. Mais dans votre qualité d'analyste politique, pensez-vous aujourd'hui que M. Kamerhe, Vital, le pacificateur, a toujours cette crédibilité auprès de la population de son coin? De son coin, peut-être. Venir parler de la paix, venir parler de la RDC, après tous ces problèmes de détournement de fonds publics et consorts.
Bon, vous savez, les avis sont divisés de l'autre côté. Hein. Je ne peux pas dire que tout le peuple de la ville de Goma ou bien de Bukavu soutiennent monsieur Kamer. Et non, il y a des divergences. Mais au vu des images, parce que moi, je te parle en fonction des images qu'on a. Oui, on a senti que le peuple, c'est la mobilisation, effectivement. Donc, on a compris qu'il a toujours le soutien de ce peuple. Donc, quoi de plus normal en tant que leader, il est parti consoler cette population qui, depuis 2 années, croupissent dans la misère à cause de la guerre et peut-être donner aussi des assurances. Donc, à la veille aussi des élections, nous approchons des élections, c'est bientôt et il est parti. C'est un pré-campagne aussi, en quelque sorte. Bon, moi, je le vois surtout dans l'optique où il part pour renouer avec sa base vie le temps qu'il a fait. Et c'est aussi un homme politique, il prépare le terrain, pourquoi pas. Pour le chef de l'État, parce qu'il le soutient toujours. Bon, ben, s'il les soutient toujours, voilà, il est allé parler aussi en qualité de chef de l'État parce que pour lui, il estime que non, le président a encore sa confiance. Donc, je trouve que c'est normal. Alors, le Premier ministre, comme je l'ai dit, séjourne également dans cette partie. Il était en Ituri, il était à Goma. Bon, c'est lui les chefs du gouvernement, la partie pratique, l'exécutif. Il y a l'état des sièges dans cette partie, mais l'insécurité devient de plus en plus rude. Que pensez-vous du Premier ministre? Est-ce qu'il est toujours là, il fait son travail comme il se doit? En tout cas, moi, je suis désolée d'abord de vous dire que le gouvernement, c'est un échec qu'il connaît en fait. Effectivement, c'est un échec. Parce que déjà, dans la mission que le gouvernement s'est donnée, c'était quoi? C'est définir aussi la guerre parmi les obligations. Mais nous avons vu Gilbert Kabanda, le ministre de la Défense, dernièrement en Russie pour la négociation avec les armes, je ne sais pas. Le président russe venait de le dire dans un discours qui a paru qu'il est prêt à soutenir la République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas de l'alternative pour accompagner la RDC vers la solution? Eh bien, moi, je suis d'ailleurs très contente de savoir que le président de la Russie veut et il a volonté de devenir un appui à notre armée. Mais comment vous affirmez que c'est un échec du Premier ministre pendant qu'il est tout le temps à l'est du pays pour savoir sur ce qui s'est passé? Non, mais être tout le temps présent, oui, mais c'est pour quel objectif, pour quel impact? C'est ça, monsieur. Pour quel impact? Parce que jusqu'aujourd'hui, la guerre continue. Jusqu'aujourd'hui, le peuple Goma continue à souffrir. Mais non, dis-moi, c'est quoi son impact? Non, là, sa présence, pour l'instant, moi, je trouve que ça n'apporte rien. Ça n'apporte quasiment rien, vu que la guerre continue. Au-delà de la sécurité, pensez-vous que le Premier ministre s'améliore dans d'autres secteurs publics? Bon, moi, par rapport au travers son ministre de l'enseignement, de l'EPST, où nous avons vu la gratuité de l'enseignement, parce que jusqu'à aujourd'hui, les enfants continuent à étudier gratuitement. Là, c'est déjà... Tony Mwaba. Tony Mwaba, bien sûr. C'est une réussite dans ces secteurs, dans ces domaines. Mais hormis ça, monsieur... Nous ne voyons pas de l'impact. Hein, et les ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou également. Mais M. Jean-Pierre Liaou, non, mais tout ce qu'il dit, pour l'instant, ce sont de promesses. Parce que nous avons vu récemment, il a promis que le fonctionnaire de l'État que nous sommes, nous allons désormais avoir des soins de santé. Nous allons avoir accès aux soins de santé gratuitement. C'est ça. Il donne des promesses, mais... Nous attendons quoi? Nous l'attendons plus dans la réalisation. Mais il y a plusieurs retraités. Il y aura bientôt là les recrutements. Vous avez dit il y aura bientôt, mais ce n'est pas encore effectif. C'est que nous attendons. Vous avez les cartes biométriques, madame? Bien sûr. Mais... Ce sont des avancées. Oui, mais il ne doit pas s'arrêter là parce que les cartes biométriques, bien sûr, ça aide à identifier qui travaille dans l'administration, mais il ne doit pas s'arrêter là parce qu'il a promis d'aller au-delà. Notamment, je vous ai parlé du soin de santé. Il faut aller au-delà. Nous l'attendons dans les actions. Les promesses, le peuple, déjà, en a marre. Il faut attaquer maintenant dans l'action. Mais alors, s'il faudrait attaquer dans les actions, j'aimerais évoquer les cas du ministère de l'urbanisme et habitat, parce qu'il y a une loi qui existe pour la garantie locative à 3 mois et consort. Mais qu'est-ce qui fait qu'à l'entrée de son mandat, les ministres ont promis, il y a eu même des sensibilisations, mais jusque-là, rien ne bouge. Que pensez-vous de ces ministères-là? Parce que même des inondations par-ci, par-là, la ville n'est pas urbanisée, il y a construction par-ci, par-là. Pensez-vous que toutes ces constructions aujourd'hui respectent le plan d'urbanisation pour parler que de la ville province de Kinshasa? Non, je pense
En tout cas, nous sommes loin de respecter toutes ces mesures mises en place. Parce que on dirait que nous sommes dans une jungle. Chacun fait sa loi, monsieur. Non, nous voulons l'effectivité. Parce que ça ne sert à rien de se lever, de dire un matin que non, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous prenons telle décision, telle décision. Mais qu'est-ce qui accompagne ces décisions? Parce que des décisions, on en a déjà pris trop dans cette ville. Comme vous avez dit, les problèmes de la garantie locative. Mais vous savez, il y a de maisons aujourd'hui. On demande les bailleurs qui demandent jusqu'à présent, malgré que le message a été donné en fait. Mais il y a des bailleurs qui. Mais qu'est-ce qui fait que cette applicabilité, la loi existe, le ministère a la police, le ministère a la possibilité dans chaque municipalité, dans chaque commune, il y a les services d'urbanisme. Mais qu'est-ce qui fait que les ministres ou le ministère de l'urbanisme est incapable de faire appliquer cette loi? Non, parce que déjà, monsieur, vous savez, il y a un problème aussi de quoi? Un problème de fond. Vous savez, pour que cette mesure arrive à être appliquée, d'abord, il faut qu'il y ait recensement. Est-ce que Kinshasa, on a fait des recensements? C'est depuis longtemps. Hein? Il faut que d'abord, on sache qui occupe quoi, qui est où. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Vous savez, il ne suffit pas de prendre des décisions. Si vous prenez des décisions alors que, à la base, en amont, il n'y a pas de choses qui l'accompagnent, vous allez faire un travail bâclé. Moi, personnellement, j'aurais voulu, par exemple, dans ce sens où vous dites, recenser d'abord dans chaque commune, nous avons combien d'habitants, combien de maisons, combien. Il faut que ces informations-là arrivent jusqu'au niveau du ministre, enfin qu'il sache faire... Mais pensez-vous que le ministre n'est pas informé du recensement? Parce que, et qu'est-ce qui fait les services de l'habitat dans chaque commune? Mais il n'est pas informé parce que vous et moi, monsieur, nous habitons Kinshasa. Est-ce que quel est ce jour où nous avons envie de gens venir recenser? Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là? Ben, je me pose également la question. Ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des paroles sans importance. Pour moi, je le trouve que c'est sans importance. Alors, s'il faudrait qu'on puisse remanier les gouvernements Sama pour que les choses évoluent en termes du social, parce que la population a besoin de manger, la population a besoin d'une vie paisible. Quelles sont les mesures pratiques que les chefs de l'État doivent nécessairement faire? D'abord, tu as bien fait, monsieur le journaliste, de souligner cet aspect des choses, les sociales. Parce que vous avez beau construire des routes, vous avez beau, je ne sais faire quoi, comme nous attendons le gouvernement, ça m'a vanté les mérites, ces mérites, vanter les avancées ou encore le résultat obtenu, je ne sais par quel moyen. Tout ça, c'est sur papier. Mais qu'est-ce que la population attend? C'est les sociales du Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous allons de mal en pire. Vous savez, moi, je dis que non, effectivement, le président travaille à la volonté. Mais seulement, hein, les gens qui l'accompagnent ne font pas un travail, la mission pour laquelle ils ont été placés. Vous savez, les sociales, il n'y a rien, monsieur. Les dollars aujourd'hui, nous sommes à combien? Nous sommes à pratiquement 2000 et pas plus tard qu'hier. Les carburants, le litre était à 2000 francs. Aujourd'hui, les carburants, les litres, c'est à pratiquement 2600, 2400. Mais pourquoi? L'enveloppe salariale n'a pas augmenté, mais il y a la souffrance qui continue à demeurer en RDC. Donc, voilà. Moi, je pense que le président, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord pour pallier à ces problèmes? Pour le social, moi, je dirais que le président de la République doit relancer le secteur de l'agriculture et de l'agriculture, pêche et élevage. Ces secteurs, depuis longtemps, souffrent de l'inattention de la part de nos dirigeants. Or, c'est un secteur qui peut permettre à la RDC de prendre son emploi. L'agriculture. Effectivement, l'agriculture, monsieur. Mais le ministre est quasiment inexistant. Mais voilà pourquoi je vous parle de l'échec du gouvernement Sama, parce que apparemment le ministre n'existe que de nom, mais dans l'action comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est fait. Ce secteur doit être relancé. Donc, il y a un problème de la coordination au niveau du Premier ministre. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. En fait, je ne sais pas, est-ce que ces ministères ne sont pas dotés des moyens pour bien faire leur travail? Ou encore, en tout cas, la question que tu te poses, nous les posons tous. Que font ces ministres? Pourquoi sont-ils là? Si ce n'est pas pour changer les choses. Leur présence ne nous dit absolument rien. Nous ne voyons pas l'impact. Non, c'est pratiquement impossible. Donc, moi, je disais que le président de la République, comme récemment, il y avait des bateaux de pêche.
C'était une bonne décision. Nous avons salué ça. Mais est-ce que ces bassins de paix sont opérationnels? C'est la grande question. Voilà, nous avons des terres Kanyama-Kassese, nous avons essayé de voir avec les Koulou. Nous avons des terres. Nous avons les services nationaux. Nous avons une terre qui est riche. Pour un sous-sol qui est riche, mais pourquoi nous ne profitons pas de ça? Parce que nous avons des mauvais dirigeants. Nous avons des dirigeants, peut-être ils sont bons, mais ils n'ont pas une vision. C'est ça, les dirigeants n'ont pas une vision. Parce que tu sais, quand tu as une vision, on te place quelque part. Tu sais au moins qu'est-ce que tu vas faire. Parce que quand tu dois apporter un changement, parce que tu as une vision. Mais eux, malheureusement, soit ils n'ont pas de vision, soit ils n'ont pas les moyens d'exécuter ce qui doit être fait, ou encore, c'est en fait, pas compétent, bien le manque de volonté aussi. Vous savez, parce que la corruption, comme la corruption bat son plat, un dirigeant, quand il est placé quelque part, lui ne vient pas pour changer, mais il vient pour s'enrichir. Peut-être ça doit être le cas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jovi Mujinga. Nous rappelons pour tous ceux qui nous prennent en cours de cette émission que vous êtes analyste politique et également présidente de la dynamique de femmes pour l'éveil de la conscience, qui est une fondation. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais nous allons essayer un peu de parler sur la CENI et les conflits qui existent. La CENI organise des cadres de concertation avec différentes structures de la société. Que pensez-vous? En 2023, il y aura élection? Vraiment, moi je pense qu'effectivement, le président de la République avait promis de respecter à son tour la Constitution, en organisant bien sûr aussi les élections. Et tous les signaux sont là. Nous avons vu quelques machines, en fait, voilà. Pour l'enrôlement et pour les recensements. Effectivement, ça prouve que nous sommes sur le bon chemin et que les élections, effectivement, auront... Et quel message à lancer à la population qui sera de nouveau appelée à élire ses dirigeants? Bon, je dirais que la population lui-même est témoin de ce qui se passe, est témoin de ce que les font séduire les élus qu'eux-mêmes ont placés là où ils sont, au pouvoir, bien sûr. $21 000. Effectivement. Donc, je pense que cette fois-ci, le peuple a miré. Il va faire le bon choix. Je pense que le peuple lui-même, on n'a même pas envie de le crier, mais surtout pour cette année, nous avons des députés, la population a totalement délaissé, les députés travaillent pour leur propre compte. Donc, la population est pratiquement laissée à l'abandon. La population, le peuple plutôt a compris que pour cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur possible et que le choix, il y aura de la rigueur, il y aura beaucoup de députés seront sanctionnés. Je pense que le peuple a compris. Alors, nous finissons avec cette thématique. Les Teke et les Yaka, en débattant dans les grands bandondou, Mozito est là pour sensibiliser la paix. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette incompréhension et comment faire justement pour faire régner la paix? Parce que c'est un peuple qui est obligé de vivre ensemble. Normalement, monsieur le journaliste, nous sommes tous Congolais. Vous pouvez être Louba, je ne sais pas moi de quelle tribu, mais devant le monde, face au monde, nous serons appelés Congolais. Il n'y a pas de tribus qui tiennent. Donc, les Congolais doivent comprendre ça et arrêter avec cette guerre entre eux. En fait, ça n'honore pas. Et puis, vu la situation que traverse notre pays, je pense que l'air n'est pas à des distractions pareilles, parce que moi, j'appelle ça de la distraction. Mais il faut aussi savoir que nous sommes déjà habitués à vivre depuis longtemps, depuis Mobutu, ensemble, il n'y avait rien. Mais depuis que d'autres peuples sont venus d'ailleurs, en fait, je parle il paraîtrait qu'il y avait aussi, effectivement, il y a des Rwandais, il y a d'autres, ils viennent, Sud-Soudanais. effectivement, cette migration-là crée en fait, ils viennent pour alimenter la haine entre peuples et vu aussi l'inégalité sociale, vous savez, parce que si là-bas, par exemple, dans d'autres tribus, il y a quelques richesses et que les autres empêchent les uns de venir. Donc, ça crée un peu Alors, quelles sont les solutions idoines à prendre pour faire régner la paix dans cette agglomération de la République? En tout cas, nous allons utiliser la même méthode qu'ont utilisé nos ancêtres parce qu'ici, nous ne sommes pas en guerre face à un autre peuple. Non, nous sommes entre nous. Et entre nous, qu'est-ce qu'on doit privilégier? C'est la paix. Et la paix, là, passe par quoi? Par un dialogue. Donc, voilà pourquoi vous avez vu des leaders politiques. D'ailleurs, c'est eux qui alimentent encore plus cette haine tribale.
Et ils sont vraiment responsables et je ne m'étonne pas de voir que non, ils ont finalement repris conscience et ils se sont, ils se sont activés pour demander un dialogue, pour demander que la... Effectivement. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est que mettre tout sur la table, dialoguer. C'est entre deux frères. Il y aura toujours une solution, enfin que les Congos puissent gagner, en fait, parce que c'est les Congos qui va gagner quand il y aura la paix qui va régner dans toutes les provinces. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jovi Mujinga Chichima. C'était votre dernier mot et merci de répondre à notre invitation. Grande était ma joie de venir participer à ton émission, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à suivre cette émission, l'invité. Nous avons eu l'occasion de recevoir sur ce plateau Madame Jovi Mujinga Chichima, qui est analyste politique et présidente ou coordonnatrice de la Fondation dynamique des jeunes, des femmes, disons, pour l'éveil de la conscience. Avec elle, nous avons échangé autour de plusieurs thématiques qui rongent aujourd'hui la République démocratique du Congo, et vous aurez également l'opportunité de suivre cette émission en rediffusion pour en savoir plus. Merci également à la grande équipe technique qui nous a accompagnés justement pour la réalisation de cette émission. Merci Kalombo qui était derrière la caméra, Elison Manja, ça a 20 ans, et Madame Gloria Chikundi, et pourquoi pas Excellence Flavien Kui. Merci pour l'accompagnement. Merci également à la grande équipe dirigeante de cette chaîne Congo 24 qui nous a accordé cette opportunité justement pour venir vous informer. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir. Comme nous le disons, le Congo, c'est un grand héritage, c'est un grand pays que Dieu nous a doté avec beaucoup de richesses. C'est à nous de prendre conscience et d'évoluer. À nos autorités également, quand vous avez une parcelle de pouvoir, prenez soin de laisser votre nom dans les archives de ces pays, dans un bon sens, servir ces pays, parce que demain, nous ne serons pas là, mais la République continuera. Merci de rester branchés sur le programme de votre chaîne. Nous vous reviendrons. À très bientôt.